Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci d'être venus si nombreux ce soir pour m'écouter sur un sujet aussi aride, je dirais, que les guerres scolaires. Ce n'est pas seulement la guerre scolaire, ce sont les guerres scolaires, puisqu'on va le voir dans le développé de cet exposé, il y a bien sûr l'opposition Église-État, mais il y a aussi ce que j'ai appelé au cours de mon doctorat la guerre clérico-cléricale, c'est-à-dire l'opposition au sein de l'Église entre l'épiscopat et les congrégations religieuses. Bon, on va pouvoir en parler en détail. Alors, deux dates, tout d'abord. Août 1838, le père Louis Godert, qui est le supérieur de la congrégation des eudistes, l'une des plus importantes de France, arrivé avec ses prêtres enseignants à Redon, en Bretagne, félicité par le maire, par le sous-préfet, par l'évêque de Rennes, pour créer le collège Saint-Sauveur de Redon, dont il sera le premier supérieur. Août 1903, 65 ans plus tard, le père Eugène Léon, le dernier supérieur du collège Saint-Sauveur, est expulsé avec ses prêtres enseignants quasiment les baïonnettes dans les reins, sur ordre du gouvernement de la République française. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 65 ans? Pourquoi, d'un côté, en 1838, les congréganistes arrivent, on va dire, acclamés, avec le soutien des autorités, et 65 ans plus tard, c'est la rupture totale, ils sont expulsés. Donc, c'est la question en fait que je me suis posée à l'époque où j'ai commencé mon doctorat sur le collège Saint-Sauveur de Redon. J'ai moi-même été d'ailleurs professeur à Saint-Sauveur de Redon, puisque ça existe toujours. C'est un lycée aujourd'hui, un lycée privé. J'ai écrit une thèse, comme cela a été dit, Prier, enseigner, militer, la congrégation eudiste et l'institution Saint-Sauveur de Redon au XIXe siècle. Alors, la congrégation eudiste, elle n'est pas très connue, puisqu'on parle beaucoup des jésuites. Mais la congrégation eudiste, c'est la congrégation de Jésus et de Marie, qui a été fondée le 25 mars 1643 par saint Jean Eudes, d'où le nom eudiste. Au XIXe siècle, cette congrégation discrète sera en fait l'une des plus actives en France, active dans la lutte Église-État. Les eudistes sont en première loge par leur supérieur, qui à cette époque-là s'appelait le père Ange Le Doré, et qui fut le président des 3 comités des religieux qui se sont opposés au gouvernement de la République française en 1880, lors des lois fondamentales que nous allons voir, en 1895, lors des lois financières, et en 1901, lors de la loi d'association, qui est en fait une loi anticléricale. Donc les eudistes, ils ont uni toutes les congrégations religieuses françaises autour d'eux, et ils se sont opposés à l'État républicain. Pour ça, alors, c'est pas quelque chose qui est forcément publicisé, on va se focaliser sur les jésuites. En réalité, les jésuites étaient un petit peu à part, ils n'étaient pas forcément avec les autres congrégations, ils jouaient un jeu un petit peu différent. En tant que congrégation enseignante, donc les eudistes, elle dirigera des collèges d'enseignement secondaire qui ont été, hormis ceux de Paris, qui ont été les plus importants de province. Quand je dis ceci, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, du XIXe siècle. Il y a très peu d'établissements secondaires. On a quand même beaucoup d'écoles primaires, mais relativement peu d'écoles secondaires. À titre de comparaison, pour que vous compreniez bien un petit peu l'état où on est. En France, aujourd'hui, enfin en 2021, selon les dernières statistiques de l'éducation nationale française, il y a 10 700 établissements secondaires. Donc 6 950 collèges, 3 750 lycées. Ça, c'est pour le secondaire. Pour l'information, on a 48 950 écoles primaires. Ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, il y a 59 600 établissements scolaires. C'est quand même relativement énorme pour un budget de 160 milliards par an d'euros. Donc, 2021, 10 700 établissements d'enseignement secondaire. En 1845, je vous reparlerai de cette date, en France, il y a 69 établissements secondaires. Autrement dit, rien. Donc, 69 établissements secondaires qui pouvaient faire passer le baccalauréat. On avait d'autres établissements secondaires qui ne pouvaient pas faire passer le baccalauréat, je réexpliquerai pourquoi, mais 69 établissements, autant dire que tout le monde se connaît. Donc, dans ces 69 établissements, Saint-Sauveur de Redon est un des acteurs majeurs.
Dans ce contexte, le collège Saint-Sauveur de Redon fut le plus important de Bretagne, puisqu'en 1845, il reçut en réalité, et là je mets une illustration sur, quand on va à l'école aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le cloître, car c'est une ancienne abbaye. En 1800, donc le collège Saint-Sauveur de Redon reçoit en 1845 le privilège de ce qu'on appelle le plein exercice. Il l'a reçu de la part du roi Louis-Philippe Ier. Le plein exercice est la possibilité de présenter des élèves au baccalauréat, ce qui est absolument essentiel à un collège. Donc, comme je l'ai dit, en 1845, ce sont 69 collèges qui ont ce privilège, 46 collèges royaux, donc ça, ils ont le droit naturellement puisque ce sont des institutions publiques, mais seulement 23 collèges catholiques sur toute la France. Donc ça vous donne aussi l'importance de Saint-Sauveur et l'importance de les avoir étudiés. Le collège Saint-Sauveur fut le poids lourd de la congrégation eudiste. En nombre d'élèves, on a atteint jusqu'à peu près 300 élèves, alors que la moyenne des collèges catholiques à cette époque-là était d'à peu près 160. Autre point important, et une différence essentielle avec notre époque, c'est que quand je parle d'un collège, alors bien sûr, ça comprend tout le secondaire, mais c'est un internat. Il n'y a pas d'externat. L'externat, c'est vraiment quelque chose qui est une exception. On parle d'internat. C'est très important pour la suite de la guerre scolaire. Les élèves habitent le collège réellement. Il faut savoir, j'avais fait le calcul pour ma thèse, les élèves habitent 10 mois, quasiment sans discontinuer, sur 12, avec les religieux. Ils ne retournent chez eux que pour les vacances. À Noël, ils ont une petite semaine éventuellement, mais généralement, ils restent tous là. À Pâques, ils retournent à peine. On retourne chez soi pour les mois d'août et de septembre, parce qu'à cette époque-là, les vacances, c'était août et septembre. Mais on reste la plupart du temps au collège. Quant aux demi-pensionnaires, donc l'élève, je voulais dire l'élève externe, ça n'existe quasiment pas. Et le demi-pensionnaire est une sorte d'élève qui va apparaître à la fin du XIXe siècle. Donc, on n'en a pas. Tous les supérieurs de Saint-Sauveur de Redon, et c'est ce qu'a fait finalement l'intérêt de la thèse que j'ai faite, je peux vous dire qu'en fait, je l'ai découvert en la faisant, je ne m'y attendais pas, ont été mêlés de très près avec le sujet des guerres scolaires. C'est d'ailleurs grâce à tous les supérieurs de Saint-Sauveur et aux supérieurs de la congrégation eudiste que j'ai retrouvé les traces concrètes de cette autre guerre scolaire que j'ai appelée la guerre clérico-cléricale. Ce sont plusieurs milliers de lettres que j'ai retrouvées, une correspondance volumineuse. J'ai eu de la chance qu'il n'ait pas écrit avec des SMS ou des WhatsApp, j'aurais rien retrouvé. Hein. Mais là, heureusement, on écrivait encore, et là, j'ai pu avoir cette masse à étudier. Donc une correspondance qui était confidentielle. Dans le cadre du doctorat, j'ai mis 10 ans à le faire, donc j'ai à peu près tout lu. Et j'étais très loin de me douter que j'allais, à un moment donné, déterrer cet événement, cette guerre cléricale, ce combat à trois. Je dis bien à trois. C'est un combat entre l'État, l'épiscopat et les congrégations religieuses. Trois acteurs, trois combattants incontournables du XIXe siècle, en perpétuelle concurrence et en perpétuel porte-à-faux. Dans cette conférence, je vais essayer de vous expliquer tout ça dans un temps qui m'est imparti un peu court quand même, mais je vais essayer d'être aussi clair que possible. Donc je vais tout d'abord aborder la situation de l'État, de l'épiscopat et des congrégations religieuses au XIXe siècle, donc faire quand même une présentation, qui fait quoi. Dans un deuxième temps, j'évoquerai les prémices de cette guerre scolaire où l'on voit déjà les trois combattants se positionner les uns contre les autres. Et dans un troisième temps, je développerai les guerres scolaires proprement dites de 1880 à 1903, dont je tracerai les lignes essentielles. Alors, les trois combattants. Bien sûr, nous avons l'État, Napoléon. Tout commence avec lui dans la France contemporaine. L'État, jusqu'en 1903, date de la fin de ce propos, ce sont 9 régimes qui se sont succédés depuis 1792. La Première République, le Directoire, le Consulat, le Premier Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République. Voilà. Depuis, les Français en ont ajouté 4 autres.
l'État français, le gouvernement provisoire, la 4e République, la 5e République, et avec les Français, on ne sait jamais, il pourrait y en avoir un autre. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc 13 régimes politiques en 230 ans. Autant vous dire que les choses ne sont pas relativement stables. Le panel politique est complexe. On trouve dans les chambres des députés ou les assemblées nationales, on trouve des légitimistes, des orléanistes, des bonapartistes, des républicains libéraux, des républicains socialistes, etc. Mais tous ces régimes-là possèdent 2 fils conducteurs qui ont constitué la colonne vertébrale de la France depuis 230 ans, et en particulier au XIXe siècle. C'est d'une part une administration centralisée, elle-même héritée des rois, notamment de Louis XIV. L'autre colonne vertébrale, c'est l'héritage de la Révolution de 1789, que mettra en œuvre, avec minutie et sans éclat, une administration redoutablement efficace. La France, je dirais que je la résumerais presque à une administration qui va dérouler petit à petit tout l'héritage révolutionnaire. Cet héritage fut gravé dans le marbre de la loi par Napoléon. Et dès lors, aucun chef d'État français, à commencer par le roi de France restauré Louis XVIII, le frère de Louis XVI, ou encore le roi des Français, Louis-Philippe Ier, ou celui qui fut président de la République puis empereur, Napoléon III, aucun ne remit fondamentalement en cause la Révolution, et plus particulièrement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 25 août 1789. Jamais on ne fit marche arrière. Et toutes les tentatives de réaction ou de contre-révolution ont échoué. C'est important de se rappeler de ce fait. Il est important de se rappeler de ce contexte et de bien aussi avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de séparation de l'État et de l'Église. J'ai ici mon 2e combattant, l'Église. L'Église fait partie de l'État à cette époque-là. Tous les archevêques, tous les évêques, tous les curés sont, je résume, des fonctionnaires d'État. Le chef de l'État nomme en particulier les prélats. Tous reçoivent des contributions d'État. L'État français, tant que l'Église sera une partie de cet État, est profondément gallican, d'un gallicalisme régalien. C'est-à-dire qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour que la papauté ne s'ingère pas dans les affaires de l'Église de France dont il veut garder le contrôle. Il cherchera toujours à nommer des prélats qu'on appelle ralliés, plutôt qu'ultramontains, c'est-à-dire qui suivent la politique du souverain pontife. C'est Napoléon Bonaparte, encore, premier consul, qui met en place le cadre des relations entre l'Église et l'État par le Concordat de 1801, accepté par le pape Pie VII, qui resta en vigueur jusqu'en 1905. Le Concordat règle les pouvoirs entre l'État et l'Église. Le chef de l'État français était le seul à pouvoir nommer les archevêques, les évêques et les abbés de monastères. Le clergé séculier, celui des paroisses, les curés, les évêques, devient un véritable fonctionnariat d'État. Rien dans ce Concordat de 1801, rien n'est dit sur les congrégations religieuses. Et voilà notre 3e combattant, les congrégations religieuses. Ici, vous avez le père Talabardon, qui était un vieux prêtre eudiste, vanté, qui symbolise bien ces congrégations religieuses. Rien n'est dit. Si Napoléon a réglé le statut du clergé séculier, il laisse de côté le clergé régulier, celui des vœux monastiques. Donc les bénédictins, les franciscains, les jésuites, les dominicains, les eudistes, aucun n'ont de statut légal. Qu'ils soient des congrégations contemplatives, prédicantes ou enseignantes, pas un mot dans le Concordat de 1801. Le clergé régulier, officiellement, n'existe pas. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre des guerres scolaires. Il est laissé, ce clergé régulier, il est laissé dans les limbes par 2 décrets de la Révolution. Celui du 13 février 1790 qui interdit les vœux monastiques et le décret du 18 août 1792 qui supprime les congrégations enseignantes. Bah, depuis, on n'a rien fait, on n'a rien touché. En fait, Napoléon, quand il a fait le Concordat, ne pouvait pas et ne voulait pas régler le statut des congrégations religieuses, car leur donner un statut, ça aurait été reconnaître
les vœux religieux. Donc les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté, les vœux d'obéissance. C'est-à-dire l'aliénation volontaire d'un individu qui abandonne sa liberté et sa souveraineté. Eh bien, ces vœux-là sont en parfaite contradiction avec le dogme révolutionnaire et la philosophie des Lumières. Malgré de nombreux désaccords, les philosophes des Lumières s'accordaient sur un point de départ, c'est-à-dire l'état de nature de l'homme, qui lui procure sa liberté, sa souveraineté et par conséquent la liberté de conscience, de religion, d'expression, de mouvement, etc. Qu'un homme abandonne ses libertés fondamentales, qui sont constitutives d'un citoyen, c'est parfaitement inconcevable. Dans l'esprit révolutionnaire, on ne peut pas s'aliéner soi-même par des vœux religieux qui suppriment non seulement la liberté, mais entraînent aussi ce qu'on a appelé la mort sociale, donc la mort civique de l'individu, puisqu'il se cloître et renonce à sa volonté. Donc il faut bien voir l'esprit révolutionnaire, on ne peut pas faire ça à soi-même. Donc, on ne peut pas reconnaître ces vœux-là. Et la Constitution de 1791, qui a été véritablement la première constitution révolutionnaire de la France et qui restera une grande référence dans l'arsenal législatif français, avait proclamé ça. Il était dit dans la Constitution, la loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire au droit naturel ou à la Constitution. Donc c'est clair. Le droit naturel ne reconnaît pas les vœux religieux, même si la personne librement veut le faire. Non, on n'accepte pas. Donc il faut garder ceci à l'esprit. Donc, c'est simple. Donner un statut aux congrégations religieuses, ça n'est pas possible. Encore moins en 1801, on sort tout juste de la Révolution, on essaye de calmer le pays. En Vendée, ça continue à se battre. Napoléon est un pragmatique. On règle le clergé séculier. Le clergé régulier, on verra ça plus tard, ou on ne le verra pas du tout. On va pas attiser les braises. Donc, il vaut mieux ne rien dire. Comme on dit parfois maintenant, il est urgent d'attendre, et c'est un peu ce qu'il a fait. Aucune congrégation religieuse n'a de statut. Elles ont certes leur statut canonique, mais qui ne vaut qu'au sein de l'Église, mais elles n'ont pas de statut dans la législation française au XIXe siècle. Chacun des membres des congrégations canoniquement constituées, en tant qu'individu, tombe donc sous le droit commun. C'est un citoyen comme un autre. Leurs congrégations n'ont pas d'existence légale, même si, et c'est là où ça se complique, officieusement, tout le monde sait qu'elles sont là. Tout le monde sait qu'il y a des jésuites, qu'il y a des dominicains, qu'il y a des bénédictins. Officieusement, tout le monde sait qu'ils sont là. C'est un peu une hypocrisie généralisée. Autre point à retenir, les congrégations ne sont pas interdites. Elles ne le seront jamais. Car pour être interdites par la loi, il faut d'abord que leur existence soit reconnue par la loi, qu'elles aient un statut légal, c'est-à-dire une reconnaissance de la part de l'État. Mais on l'a vu, politiquement, philosophiquement, c'est impossible. La situation est bloquée. En d'autres termes, je ne peux expulser que quelque chose qui existe. Je ne peux pas expulser quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc on est sur presque une aberration légale à ce niveau-là. Napoléon essaiera de résoudre le problème par un décret du 3 Messidor an 12 de la République, donc le 22 juin 1804. Il voudra exclure les congrégations religieuses du droit commun pour créer un droit spécifique. Et il veut que les congrégations existent avec une autorisation impériale. Bon, ce fut une bonne intention, mais en réalité, il n'en a rien fait. Il avait quand même besoin des congrégations religieuses pour remettre en ordre la société, et cet impératif a été plus important que celui de leur donner un statut. En d'autres termes, les congrégations, après la Révolution française, se sont recréées, malgré tout, sous couvert du droit commun, et on parle dès lors, quand on regarde la littérature de l'époque, de congrégations non autorisées qui relèvent du droit commun. Je suis désolé, c'est un petit peu sec, mais c'est nécessaire de remettre ce contexte-là en perspective. Donc les congrégations ne sont pas autorisées. Alors l'autorisation, ça c'est le maître mot de tout le XIXe siècle, l'autorisation. C'est le cauchemar législatif de chaque gouvernement, la pierre d'achoppement des guerres scolaires, l'autorisation. Si vous voulez avoir une idée concrète de l'impact de ce mot sur le gouvernement français du XIXe siècle, vous n'avez qu'à le comparer, pour les gouvernements français aujourd'hui, au mot redoutable de retraite. C'est exactement la même chose.
Vous sortez le mot, vous agitez le mot autorisation, congrégation, et là, vous avez un gouvernement qui tombe. Donc, à cette époque-là, on l'a totalement oublié, cette histoire-là. Mais à cette époque-là, ça a été un sujet central. Parce que, vu le nombre de régimes politiques qu'on a eus en France à ce moment-là, et un peu la valse des régimes politiques et des gouvernements, il était important de stabiliser les choses. Donc, on ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu. C'est pour ça que on évitait, autant que faire se peut, de trop toucher à ce sujet. Nous le verrons, l'autorisation d'exister et de constituer une congrégation sera clé dans les guerres scolaires. Ce sera même fatal. Voilà un petit peu pour cette remise en perspective sur ce sujet-là. Les prémices, ma deuxième partie, les prémices, avec cette fameuse autorisation. Cette fameuse autorisation donne tout de suite le ton de ce que seront les guerres scolaires. Le Collège Saint-Sauveur de Redon, là vous me permettrez de prendre le cas concret. En histoire, on travaille toujours à partir des documents et des cas concrets. C'est eux qui nous enseignent finalement ce qui s'est passé. Je partirai donc du Collège Saint-Sauveur de Redon, qui est un parfait exemple dans ce cas. En 1838, le père Godert et ses pères eudistes avaient décidé d'ouvrir des classes petit à petit, en commençant par la 8e pour aller vers les années du bac. À cette époque-là, c'était la rhétorique et la philosophie. Mais n'étant pas un collège royal, ils ne pouvaient pas ouvrir, c'est-à-dire un collège public, ils ne pouvaient pas ouvrir les années de rhétorique et de philosophie, et donc ils ne pouvaient pas présenter leurs élèves au baccalauréat. Pour ce faire, il leur fallait ce qu'on appelait le plein exercice, c'est-à-dire la faculté de présenter des élèves au baccalauréat. Sans ce privilège, qu'est-ce qui se passait ? Il se passait qu'en fait, les élèves des eudistes devaient quitter Redon pour aller soit dans un collège royal, soit dans un autre collège catholique qui avait le privilège du plein exercice. Bon, je ne vous cache pas que quand on est à Redon, trouver un collège de plein exercice, souvent on partait à Paris, où on allait au moins à 200-300 km de là. Donc, il y avait aussi, on devait quand même, à un moment donné, demander le plein exercice. Donc le père Godert, avec le soutien du maire et du sous-préfet, demande le plein exercice dès 1843 auprès du ministre de l'Instruction publique. Et c'est là où les choses deviennent extrêmement intéressantes. Alors le ministre de l'époque, l'un des ministres de l'époque, en 1843, s'appelait Villemain. Lui, il accorde rien. Le contexte, c'est la monarchie de Juillet, mais il y a un contexte très fortement anticlérical, il ne veut pas se mouiller, il accorde rien. Par contre, ça va aller différemment avec l'autre ministre de l'Instruction qui a succédé à Villemain, qui s'appelle Salvandi. Mais Salvandi, lorsqu'il reçoit le dossier, il pose la question de l'autorisation. Les eudistes, d'accord, très bien, est-ce qu'ils sont autorisés ? Autrement dit, est-ce qu'ils sont membres du clergé diocésain ? Est-ce qu'ils sont sous les ordres de l'évêque de Rennes ? Parce que si c'est le cas, oui, je peux donner l'autorisation sans problème. Mais donner l'autorisation à des religieux, enfin à des prêtres qui ne seraient pas autorisés, ça je ne peux pas le faire, c'est un impair que je ne veux pas commettre. La monarchie de Juillet marche sur des œufs et ne veut pas se montrer trop cléricale. Des hauts fonctionnaires sont envoyés à Redon pour vérifier le statut des eudistes, leurs déclarations, enquêter sur eux. Alors on biaise. Les eudistes diront qu'ils ne prononcent pas de vœux, ce qui est vrai, qu'ils sont des prêtres, ce qui est aussi vrai, qu'ils vivent ensemble dans une société sacerdotale, certes, qu'ils ne forment pas une congrégation. Ah bon ? Une congrégation, le mot ça fait peur, et à un moment donné, des adversaires des eudistes ont lancé le mot congrégation. Ah, bien sûr, ça les a mis en porte-à-faux. Le ministre, lui, ne veut pas commettre de faux pas. Il ne veut pas donner le plein exercice à une congrégation non autorisée. Ce serait un fâcheux précédent et ce serait même un scandale d'État. Rappelez-vous, il y a extrêmement peu de collèges de plein exercice. Et le jour, d'ailleurs, où Redon le recevra, je dirais que ça fait presque la une des journaux en France. Alors l'évêque de Rennes, Godefroy Brossé-Saint-Marc, futur archevêque et cardinal de Rennes d'ailleurs, soutient les eudistes, mais, il y aura toujours un mais avec les évêques, et ça sera typique,
il ne s'implique pas de tout son poids, pour 2 raisons. Premièrement, il voit d'un mauvais œil des prêtres indépendants de son pouvoir faire florès dans le diocèse. Parce que les eudistes, en fait, canoniquement dépendent du Saint-Siège, ne dépendent pas de l'évêque. Ça pose toujours des petits problèmes de pouvoir. L'évêque n'a d'ailleurs de cesse d'inciter les eudistes à se joindre aux missionnaires diocésains. Et à l'incitation, il joint la menace. Si vous persistez dans votre refus, je vous ferai mourir d'inanition. Je pourrais vous enlever le droit de célébrer la messe publiquement. Ils ne pourraient plus célébrer la messe à leurs élèves. Et je vous enlève le droit de confesser. Ils ne pourraient plus entendre la confession des élèves. Donc tout ça sont des outils très très forts qui ont été utilisés. Il y a toujours eu cette menace, cette épée de Damoclès durant tout le XIXe siècle. Ça ne sera jamais appliqué, mais quand même, il ne faut pas aller trop loin. Deuxièmement, pour l'évêque, donner le plein exercice à Saint-Sauveur, ça va faire de l'ombre à son propre collège diocésain à Rennes. Il y a un collège qui s'appelle Saint-Vincent de Rennes, qui est le collège diocésain, qui lui aussi est dans le secondaire, qui lui aussi aimerait bien avoir le plein exercice. Alors, on est du même camp, on va se soutenir, certes, mais l'évêque de Rennes, mais quand même, il ne faut pas exagérer, j'ai aussi mon collège. Donc, si Saint-Sauveur, parce qu'il voit le danger, l'évêque, Brossé-Saint-Marc voit le danger, si Saint-Sauveur a le plein exercice, alors les élèves de son collège, du collège Saint-Vincent, devront aller à Redon chez les eudistes et donc quitter le giron du clergé diocésain. Il y a un risque objectif que les parents choisissent finalement de mettre leurs enfants pour toute la scolarité, c'est-à-dire à peu près les 10 années de scolarité chez les eudistes. Rappelez-vous que c'est un internat, donc ça ne pose pas de problème. Et à cette époque-là, on envoyait largement son enfant pendant 10 mois à 150, 200, 300 km de la famille. Ça ne posait pas de problème. Donc le plein exercice, c'est un risque pour l'évêque, un risque objectif, et on voit déjà la concurrence qui est là. Et quand on lit les archives, quand on lit tout ce qui s'est passé entre 1843 et 1845, on comprend que ça n'était pas que des mots, il y avait réellement des menaces derrière. Finalement, le père Godert va insister, après 3 démarches à Paris et une audience auprès du roi Louis-Philippe, il va recevoir, les eudistes vont recevoir, le 24 septembre 1845, le privilège du plein exercice. En attribuant ce privilège rare, 23 collèges catholiques sur toute la France, le gouvernement met aussi une épine dans le pied de l'évêque, Brossé-Saint-Marc. Alors Brossé-Saint-Marc sauve les apparences, il se félicite publiquement du plein exercice, c'est formidable, mais il n'en continue pas moins sa pression sur les eudistes. Il veut encore plus que les eudistes rejoignent le giron diocésain. Les eudistes ne veulent pas, ils veulent rester indépendants. Non, nous on est une congrégation, on dépend de Rome, on ne dépend pas de l'évêque. Et il y a cette phrase que j'ai retrouvée dans les archives où un eudiste disait « Il dit que si nous refusons, il nous fera mourir d'inanition en nous refusant des sujets et toute espèce de secours. » Donc clairement, il y a menace. Alors tout ça, c'est pas su parce que ce sont dans des... c'est là où ça a été étonnant dans les archives et lorsque j'ai présenté ça à la Sorbonne, c'est qu'on découvrait tout d'un coup toute une histoire qu'on n'avait pas vue. D'habitude, et il faut le savoir, quand on fait une thèse sur l'éducation, on va généralement aux archives nationales. Moi, j'y suis allé pour une partie, mais toutes ces archives-là, c'était les archives de la congrégation elle-même. Et malheureusement, la plupart des étudiants en thèse de doctorat ne vont pas avoir les fonds privés. Il y a 80% des fonds privés qui n'ont pas été encore étudiés. Donc imaginez ce qu'on pourrait trouver. Donc là, on avait véritablement des menaces de la part de l'évêque sur les congrégations. Ça nous change totalement la vision d'une église qui fait bloc contre un État qui fait bloc. Là, tout d'un coup, on voit que ça se fissure dans l'Église, mais ça se fissure depuis quand même un certain temps. Ceci illustre les tensions qui existent entre l'État, l'épiscopat et les congrégations au milieu du XIXe siècle. Bien avant les guerres scolaires proprement dites, qu'on date entre 1880 et 1903, qui sera
Et ce sera en fait, cette opposition État, épiscopat, congrégation, ça sera le schéma des guerres scolaires. Les guerres scolaires, à cette époque-là, jusqu'en 1880, ce sont des guerres larvées. Des ministres et une administration soupçonneuse, pas encore complètement hostile, mais peu favorable à des congrégations non autorisées, qui doivent, elles, manœuvrer face à un évêque qui se doit de soutenir son camp, sans pour autant renforcer la concurrence à son propre établissement diocésain. Donc vous voyez, on est en pleine politique. Là, on marche sur des œufs. Le combat à Troyes a déjà commencé, à couvert, discrètement. C'est pas encore l'heure des combats. Les gouvernements suivants, après la monarchie de Juillet, ne légifèrent pas de manière significative sur l'école. On veut préserver le statu quo. Il est urgent d'attendre. On peut dire que le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui fut d'abord président de la Deuxième République, procure une stabilité avec la loi Fallou de 1850, qui donnait le plein exercice à tous les collèges catholiques. Donc on assure une sorte de paix scolaire. La loi Fallou fut la grande dernière loi, la dernière grande loi, scolaire avant les guerres scolaires de la Troisième République. Le prince, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu l'empereur Napoléon III, ne devait pas déplorer de lutte scolaire significative durant les 20 années de son règne. Les premières années de la Troisième République, malgré la chute brutale de l'Empire, furent calmes et pour cause. La Chambre des députés était majoritairement monarchiste et préféra conserver le statu quo. Bon, c'était reculé pour mieux sauter. Le combat à Troyes couvait comme des braises sous la cendre. Elle se consume. Il n'y a pas de flammes, pas encore. Les flammes, les voici. Elles vont surgir dès 1880. Et on aborde le troisième propos, on va dire le cœur. Excusez-moi de cette introduction un petit peu longue, mais c'était nécessaire, je crois, de remettre les choses en place. Les guerres scolaires, 1880-1903, avec Jules Ferry, bien sûr, qui est la grande figure éponyme de cette époque, et je dirais même le véritable fondateur de la République en France. Le coup d'envoi des guerres scolaires, et je dis bien des guerres scolaires, c'est la République des Républicains, qui est inaugurée en 1879. Ça, c'est très français, hein, la République des Républicains, comme si la République pouvait être monarchiste. Mais oui, elle l'a été. Elle l'a été. Pour rappel, de la chute de l'Empire, du Second Empire, en 1870 à 1877, la Chambre des députés est majoritairement monarchiste, même s'ils sont divisés entre légitimistes et orléanistes. La République n'était dans leurs esprits qu'un régime provisoire en attendant la restauration de la monarchie, avec le comte de Chambord qui aurait dû régner sous le nom de Henri V. Bon. C'était même, quand on regarde l'histoire de près, c'était même quasiment fait. Tout était prêt. Même les orléanistes avaient fini par se rallier à cette éventualité. Mais le comte de Chambord ne revint pas, et la République, de provisoire, est devenue définitive. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a eu un amendement qui s'appelait l'amendement Vallon, qui entérine le fait qu'il y ait une fonction qui s'appelle président de la République, amendement qui a été adopté à une voix de majorité. Et on dit généralement que la République a été entérinée par une voix de majorité grâce à cet amendement un soir à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait vers les années 1875, si je me souviens bien. Donc, le 30 janvier 1879, le républicain Jules Grévy devient président de la République. Et va être dans le gouvernement, bien sûr, Jules Ferry, qui lui va être un personnage incontournable de cette époque et des guerres scolaires. C'est à cette date, à partir de cette date, que l'on considère que la République devient réellement républicaine. Alors c'est la fin d'un monde. Et surtout, dans l'esprit des républicains, on pourrait enfin mener à son terme l'œuvre de la Révolution française. Pour la première fois depuis 1799, l'État français assume entièrement et au grand jour l'héritage de la Révolution. Il y a des actes symboliques. Par exemple, le 14 février 1879, la Marseillaise devient l'hymne national. Le 6 juillet 1880, le 14 juillet est déclaré fête nationale pour commémorer la fête de la Fédération du 14 juillet 1790.
On rebaptise les rues, ça c'est typique. Rebaptiser les rues, c'est très très symbolique. On rebaptise les rues, les places, les avenues. On a la place de la République, la rue Gambetta, l'avenue Victor Hugo. Mais le fond de la républicanisation s'effectue dans le seul lieu où l'esprit révolutionnaire peut s'ancrer durablement, l'école. C'est toujours dans l'école, quels que soient les régimes, que le plus important se passe pour ancrer un régime politique. La lutte avec l'Église commence et les guerres scolaires vont commencer. On a plusieurs phases. Alors j'ai déterminé plusieurs phases sous l'œil de Marianne. 4 phases à peu près, je vais aller rapidement. Première phase, c'est l'article 7. C'est la loi du 18 mars 1880, avec l'article 7, qui demande, on revient de nouveau sur l'autorisation des congrégations religieuses. On revient avec cette vieille histoire. Jules Ferry veut mettre fin à l'hypocrisie générale, au secret de Polichinelle. Tout le monde sait que les jésuites, les eudistes, les bénédictins, les franciscains et les autres sont dans des monastères ou à la tête d'établissements d'enseignement secondaire, qu'ils ont pignon sur rue. Jusque-là, l'État français plutôt conservateur voulait s'assurer une paix religieuse et sociale et a détourné le regard et a laissé faire. Avec Jules Ferry et les Républicains en 1880, c'est fini. Ils veulent engager le fer, reprendre la lutte révolutionnaire, et c'est pour cela que l'on dit souvent que la Révolution se termine dans les années 1880-1900. C'est véritablement à ce moment-là que la Révolution française va réellement s'ancrer dans la République. Cette loi est dirigée directement contre les congrégations contemplatives, prédicantes et enseignantes. La cible la plus importante, et c'est important, la cible la plus importante pour Jules Ferry, ce sont les jésuites. On y reviendra. Donc l'article 7 impose aux congrégations non autorisées de demander la fameuse autorisation. Alors c'est le branle-bas de combat au sein de l'Église. Depuis le décret de Napoléon en 1804, voulant imposer l'autorisation aux congrégations, aucune législation n'avait vraiment abordé ce point. On avait vécu dans une zone grise législative pendant 76 ans. Donc le pragmatisme prenant le pas sur l'idéologie. Or maintenant, les républicains au pouvoir abandonnent ce pragmatisme pour une raison simple. Ils savent que s'ils veulent ancrer la République, car il s'agit de cela, et ne pas courir le risque de voir la République tomber aux mains d'une monarchie comme ce fut le cas pour les 2 premières républiques, et comme ce pourrait être encore le cas pour la Troisième République, on a eu des crises comme la crise boulangiste, qui a été extrêmement grave. Alors ils savent qu'ils doivent agir avec une certaine énergie, et je dirais même une certaine brutalité. Il faut marquer le terrain face à la contre-révolution qu'incarnerait l'Église. C'est le message médiatique, mais enfin soyons francs. L'idée d'une Église entièrement opposée aux républicains et à la République, elle est fausse. Il y a un fort courant de ralliement au sein de l'Église, qui d'ailleurs se retrouvera dans le progressisme, plus particulièrement le modernisme catholique. Et il y a face à ça aussi un puissant courant qu'on appelle le catholicisme intégral, qui lui est plutôt réactionnaire, si vous me permettez de simplifier les choses. Mais l'heure n'est pas aux subtilités. La République, en la personne de Jules Ferry, doit frapper fort et s'imposer. Donc, les congrégations religieuses sont la cible privilégiée. Ça permet à l'État d'affirmer sa présence et on va entamer une lutte véritablement anticléricale. Alors, je dirais d'une part, la République, elle a tiré les leçons des guerres de Vendée de 1793. À l'époque, la République de Robespierre avait interdit le culte catholique et voulu faire disparaître les curés des paroisses. Le soulèvement populaire fut violent, tout l'ouest de la France se souleva, ce qui déclencha une guerre civile qui dura à peu près 10 ans, où la République a quand même perdu une armée entière et où on compte à peu près 250 000 victimes. Jules Ferry n'est pas Robespierre, et la Troisième République ne tombera pas dans les écueils de la Première. Le clergé attaqué ne sera pas celui des paroisses, et ça c'est très important. Le peuple des fidèles catholiques pourra continuer à aller à la messe tous les dimanches avec les curés, et c'est le principal, c'est-à-dire que l'attaque à laquelle on procède ne sera pas visible, quelque part. D'autre part, il ne faut pas oublier que le clergé séculier, les archevêques, les évêques, les curés, sont un clergé d'État. Ils sont véritablement, disons le mot, fonctionnaires. Je force un peu le trait, mais c'est ça.
Dans les archives nationales, j'ai retrouvé quand même des documents où l'on faisait dire à Jules Ferry, à l'issue de discussions privées, comme on peut en avoir dans les ministères ou dans les couloirs de la Chambre des députés, on lui faisait dire que les évêques et le clergé peuvent bien protester, peuvent bien crier au loup, oui, mais ils se tairont, parce que de toute façon, on les paye. Voilà. Donc c'est assez brutal, mais c'est quand même l'esprit. Donc pour ces raisons, les congrégations sont la cible idéale de Jules Ferry et de la République. Les congrégations n'ont pas de paroisse, donc finalement, elles ne sont pas proches du peuple dit fidèle. Il y aura des protestations, mais il n'y aura pas de soulèvement populaire, donc ça, c'est très confortable. Les congrégations ont un antagonisme latent avec l'épiscopat. Nous l'avons vu avec le plein exercice. L'épiscopat préférera toujours ses intérêts à ceux des congrégations dépendantes de Rome. Et surtout, c'est l'occasion d'une reprise en main de l'école, puisque les congrégations enseignantes sont largement présentes dans l'enseignement primaire, qui touche près de 80% des enfants français, et détiennent une large part des établissements catholiques d'enseignement secondaire. Donc les jésuites sont d'ailleurs le grand symbole des congrégations à cette époque-là. Alors il faut en finir. Petite chose que je précise, c'est que la quasi-totalité des écoles publiques primaires sont enseignées, sont dirigées par des frères des écoles chrétiennes. Donc en fait, même l'enseignement public républicain est fait par des frères. Ça, c'est important. Donc l'article 7 de la loi du 18 mars 80 impose la demande d'autorisation aux congrégations. Personne ne s'y trompe, ni les congréganistes, ni les députés républicains eux-mêmes. Alors demander l'autorisation, c'est admettre que l'on n'est pas autorisé, c'est donc se mettre potentiellement sous le coup d'une interdiction formelle. Devenir officiellement non autorisé, et par conséquent, ne plus pouvoir diriger les établissements scolaires et être expulsé. Ne pas demander l'autorisation, oui, mais c'est refuser la loi. Donc c'est aussi s'exposer à des représailles. Donc tout le monde comprend, c'est le premier assaut de la guerre scolaire. C'est un assaut technique, mais qui est très important et qui est très fort. Alors les réactions sont immédiates et très surprenantes. Ça n'a pas été, quand j'étais sur les archives, je n'ai pas trouvé ce que je m'attendais à trouver. L'article 7 provoque une levée de bouclier dans les instances catholiques, mais sème une redoutable inquiétude dans les milieux républicains. La politique de Jules Ferry, la politique gouvernementale, n'est pas si bien soutenue par les députés républicains eux-mêmes, qui, eux, sont sur le terrain, dans leur circonscription. Ils savent que si on expulse les congréganistes, personne ne pourra reprendre les établissements secondaires. Non, les prêtres, les évêques n'ont pas suffisamment de prêtres enseignants, et la République n'a pas encore les cohortes du hussard noir dont elle disposera une dizaine d'années plus tard. Donc, si j'expulse les congréganistes, oui, c'est bien beau, mais je me retrouve avec des établissements vides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, disons-le, la plupart des députés républicains, eux-mêmes arrivés de chez les congréganistes, et avaient mis leurs enfants chez les congréganistes. J'ai retrouvé ça dans les archives, c'était extraordinaire. Il y avait le maire radical socialiste de Redon, Étienne Gascon. Dans les années 1880, il a été maire jusqu'en 1919. Ancien élève, j'ai retrouvé ça dans les archives, ancien élève de Saint-Sauveur de Redon, et il participait à toutes les messes, à toutes les célébrations. Il était même extrêmement bien noté par les eudistes. Il est devenu l'un des fers de lance de l'anticléricalisme à Redon, mais, soyons sérieux, mes enfants vont chez les eudistes. Formidable. On n'est pas... les Français sont doués dans le paradoxe, mais là, je crois qu'on a quand même atteint des niveaux qui étaient très forts. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait, je dirais pas qu'il y avait un côté médiatique, mais presque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Les députés républicains, oui, à bas la calotte, etc. Alors, on va expulser les congréganistes. Oui, mais oui, alors on va peut-être réfléchir là, parce que c'est dangereux pour nos enfants qui sont chez eux. Donc c'est tout ce contexte-là qu'il faut se remettre en tête. Et donc, à Redon, le maire de Redon, qui s'appelait Eugène Lévesque, ne pouvait pas l'inventer, et le député de Redon à cette époque, qui était René Brice, se précipite vers les eudistes
pour leur dire « mais faites les démarches, on va vous soutenir, vous inquiétez pas, vous aurez l'autorisation ». Et une des manières de demander l'autorisation, et c'est là où ça se corse, c'est que les eudistes pouvaient aussi s'incardiner, c'est-à-dire devenir membre du clergé diocésain. Oui, mais si on fait ça, on tombe sous la férule de l'évêque. Et ça, on ne veut pas. Ah, c'est affreux. C'est toujours un jeu à trois. Donc on a une solution, oui, mais cette solution, oui, mais on ne serait plus indépendant, on veut être indépendant, on ne veut pas être avec l'évêque, alors l'évêque va faire de la pression. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu la situation. En fait, on va toujours de Caribe en Scylla. Si on n'a pas l'État, on aura l'évêque. Comment on fait? C'est un petit peu délicat. Ce qui sauva les congrégations, c'est la réalité. Sans les congrégations enseignantes, plus de collèges d'enseignement secondaire où la plupart des députés républicains mettaient leurs enfants. Alors cette réalité a eu raison de la loi, de l'article 7 de la loi du 18 mars 1880. L'article 7 va être abandonné, mais Jules Ferry s'entête. C'était quelqu'un qui était extrêmement, têtu. On abandonne l'article 7, mais on dépose des amendements pour forcer les congréganistes à demander cette autorisation, et parce que la République veut quand même sortir vainqueur. C'est une question de sauver la face. Alors, il faut une victoire médiatique. Et en fait, la République l'aura. Ça va être les jésuites qui vont payer, qui en feront les frais. Ferry, il est tout de même réaliste. Il ne considère pas qu'expulser toutes les congrégations, en fait, ce soit possible. Il le sait. Les députés ont fait tout remonter, lui-même connaît la réalité, on ne peut pas expulser tout le monde. Mais il veut la tête de quelqu'un. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Il veut la tête des jésuites, c'est les plus célèbres. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans les archives nationales. Il a déclaré à des députés républicains « Les jésuites disparaîtront, les autres feront ce qu'ils voudront. » C'est clair, voilà. Ça ne fait pas partie des déclarations officielles. Hein. Le Saint-Siège, à ce moment-là, entre dans les négociations, ordonne aux congrégations de se soumettre aux exigences de la loi, et au final, les jésuites seront expulsés sur le papier. Parce que là c'est formidable. Les jésuites ont été expulsés, les maristes aussi ont été expulsés, mais personne ne part. Les jésuites, comme les maristes, comme les eudistes, font une déclaration de « nous sommes de simples prêtres ». Il se trouve qu'on est dans ce dossier-là, on est des simples prêtres, on vit avec d'autres prêtres dans des maisons d'éducation. Voilà. Mais on n'est pas une congrégation. Et finalement, tout le monde est resté. Donc l'expulsion de 1880, elle se traduit dans la réalité par rien. Une victoire médiatique, mais pas le reste. Pourquoi? Parce que la République n'a pas de quoi remplacer les congrégations. Donc, victoire médiatique de la République, aucun effet sur le terrain, ceci montre bien la complexité de la situation. Une complexité illustrée par les écoles primaires, les écoles publiques primaires, pardon. Dans les écoles de la République, ce sont souvent les frères des écoles chrétiennes, je l'ai déjà dit, qui assurent l'enseignement pour les garçons et les congrégations enseignantes féminines pour les filles. Le personnel enseignant de l'école républicaine est religieux. Bon. Alors, ça me fait penser une digression très rapide. Jean Jaurès, socialiste, avait ses filles, et il avait mis ses filles avec les sœurs à l'école. Il considérait que la seule éducation valable pour des jeunes filles, c'était avec les religieuses. Bon, quand Jean Jaurès dit ça, là, on ne peut que s'incliner. Hein, un petit peu bizarre. La deuxième phase, les lois fondamentales de la République, la gratuité et l'obligation. Quand je dis les lois fondamentales, on considère généralement la période 1880-1886 comme étant celle des lois fondamentales de la République. C'est là où véritablement, par la loi, la République s'enracine en France. Les années 1881 et 1882 sont celles de ces lois. Jules Ferry fait voter un certain nombre de lois qui ont pour objectif d'enraciner la République. Alors je concentre mon propos sur deux lois qui sont très médiatiques, et puis une autre extrêmement discrète, mais qui aura une importance capitale. C'est souvent d'ailleurs les lois les plus discrètes qui sont les plus impactantes. Quand vous voyez une loi médiatique, vous laissez tomber, ça n'aura pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la petite loi discrète. Alors, on a la loi
du 16 juin 1881 sur la gratuité de l'école et la loi du 28 mars 1882 qui introduit l'obligation scolaire entre 6 ans et 13 ans. Gratuité de l'école, obligation scolaire, ce sont deux lois qui sont entrées au Panthéon des lois qui ont enraciné la République et permis le développement de l'école républicaine. Pourtant, dans le cadre de cette guerre scolaire, ces deux lois fondamentales ont eu un impact très limité. Alors, je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas eu d'impact, mais ça a été très limité. Pourquoi ? D'abord parce que dans les archives, on n'a pas constaté de réaction particulière. Mais surtout, la gratuité, elle était déjà appliquée. 60% des élèves, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, bénéficiaient de la gratuité dans l'enseignement confessionnel. Bon, donc en soi, ce n'est pas une nouveauté. Il y avait déjà la gratuité. Quant à l'obligation, en fait, on avait déjà un taux de scolarisation à cette époque-là entre 70 et 90%. Ça dépendait des départements. Donc finalement, on arrive à une scolarisation quasi complète. Donc ces deux lois, je veux dire, ne font qu'entériner une situation préexistante. Elles vont l'améliorer, il ne faut quand même pas nier l'apport de ces lois-là, mais il n'y a pas eu véritablement de débat là-dessus. Par contre, il y a une mesure gouvernementale qui passe inaperçue, qui relève de l'ordre technique, mais en tant que professeur, parce que moi je suis toujours à l'école depuis l'âge de 3 ans, jusqu'à maintenant, je n'ai pas quitté l'école. J'étais un mauvais élève, ils m'ont gardé. Donc, il y a quelque chose de fondamental, c'est en fait le programme scolaire. Alors ça, le programme scolaire, c'est fondamental. Et il y a la création du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial qui sera fait le 28 juillet 1882. C'est ce qu'on va appeler le bac moderne. Alors, là, on est non seulement avec une mesure très importante qui va participer au déclenchement de la guerre clérico-cléricale, mais en plus, c'est une mesure véritablement anticléricale. Elle aura un impact profond. Ce baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial ou bac moderne s'oppose au baccalauréat classique, c'est-à-dire celui des humanités. Les humanités classiques correspondent à une époque et surtout à une culture de latinistes, une culture traditionnelle, d'ancien régime, une culture scolaire avec une orientation plus ou moins cléricale et des aspirations plus ou moins aristocratiques. Si les hommes de la République sont à cette époque-là tous des latinistes ou des connaisseurs des belles lettres, ils savent néanmoins que pour séculariser la société française, ils doivent, et que les enfants deviennent des républicains, il faut amoindrir cette culture scolaire des humanités. D'où la création du baccalauréat moderne, voilà, qui reprendra en grande partie les auteurs des humanités, mais en les accommodant à l'époque contemporaine et en procédant à des choix plus modernes et en se fondant moins sur le latin. Pour schématiser, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va commencer à avoir une évolution où on va, je dirais pas qu'on va abandonner le latin, mais ça va prendre de moins en moins de place. Et où les matières scientifiques vont commencer à prendre de plus en plus de place. C'est en fait l'orientation. Et ce baccalauréat, dans l'esprit dans lequel il est fait, il est clairement dirigé contre les humanités classiques, donc contre clergé enseignant. À ce titre-là, c'est un baccalauréat, on peut le dire, anticlérical. Certains historiens l'ont qualifié de cette manière-là, donc je reprends cette expression. C'est une réalité fondamentale. Si vous voulez changer l'esprit de l'école, pas besoin de faire de grandes lois. Il faut simplement changer le programme d'enseignement. On ne descend pas dans la rue, on va être clair, on ne descend pas dans la rue pour défendre le latin, Montaigne ou Bossuet. On ne descend pas dans la rue pour s'insurger contre un programme d'histoire, où on ne réclame pas l'algèbre plutôt que les maths modernes. Pourtant, on devrait le faire, car c'est ce qui compte, et parce que c'est ce qui est enseigné aux élèves. Voilà. Donc cette mesure, cette mesure du baccalauréat moderne montre aussi un aspect essentiel des guerres scolaires, celui du baccalauréat. C'est le grand blocage. En France, c'est l'unique examen national, le goulot d'étranglement
où tous les élèves de France et de Navarre se retrouvent. Que les élèves soient en établissement congréganiste ou public, ils passent tous, au final, le baccalauréat. Un bac dont les programmes sont décidés par le ministère de l'Instruction publique, c'est-à-dire par les Républicains à partir de 1879. Et comme sans le baccalauréat en France on ne peut rien faire, eh ben on est obligé d'y passer. Je sais de quoi je parle. Toutes les élites catholiques voudront le bac pour leurs enfants, que ce soit le bac moderne ou le bac classique, peu importe, il faut le bac. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir lu dans les archives des parents qui allaient voir les eudistes à Saint-Sauveur et qui disaient « Bon, écoutez, c'est très bien vos cours de religion, on aime beaucoup, mais dites maintenant, il faut avoir le baccalauréat. Hein. Donc, n'embêtez pas mon fils avec les cours de religion, il faut qu'il ait son bac et que je sache, la religion n'est pas au baccalauréat. Donc, s'il vous plaît, vous êtes pragmatique. » Il y a vraiment eu beaucoup de parents catholiques qui ont dit « Ok, vous mettez la religion de côté. » Les élèves eux-mêmes, d'ailleurs, dans les cours de religion, à la fin, surtout en rhétorique et philosophie, ils ne suivaient plus. Ils les avaient, mais de toute façon, c'est pas au bac. Et on le sait tous quand on est prof. Hein. Quand on enseigne une matière qui n'est pas au baccalauréat, faut s'accrocher. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai de la chance, j'enseigne l'histoire, c'est au baccalauréat, donc ça va, tout le monde m'écoute. Donc, je peux faire certaines pressions. Donc, le baccalauréat est essentiel. Il a cette spécificité en France. En plus, oui, en France, il a cette spécificité qui est extrêmement importante. Ça n'est pas un examen de fin de scolarité. Ça ne l'a jamais été. Le bac est un diplôme universitaire qui accorde le premier grade de l'université à son titulaire. Et donc, en France, quand on a son baccalauréat, on a deux droits. L'entrée à l'université. On ne peut pas procéder à la sélection. C'est impossible. Parce qu'on est déjà un universitaire. Donc, on comprend l'enjeu du baccalauréat. C'est essentiel. Donc il faut l'avoir. Et on va le dire, comme dans les collèges congréganistes, la plupart des élèves qui y allaient à cette époque-là, oui, je ne l'ai pas dit, mais on est à 5% d'élèves qui vont dans le secondaire. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. La plupart vont être quoi? Vont être fonctionnaires d'État, vont être avocats ou médecins. C'est très simple. Hein. Ah oui, puis militaires, j'oubliais. Donc on a 4 carrières. Donc là, il faut le baccalauréat si on veut être un officier, un avocat ou un médecin. Donc cette mesure du bac moderne de 1882, peu médiatique, eh ben, elle est extrêmement importante et on va la retrouver dans la 3e phase de cette guerre entre l'Église et l'État, de cette guerre scolaire que nous abordons maintenant. Alors voilà, là, on va arriver au cœur du sujet. La laïcisation des enseignants et le démarrage réel de la guerre clérico-cléricale. Ce qui était larvé jusqu'à maintenant va quasiment exploser. Alors c'est la loi, techniquement, c'est la loi Goblet du 30 octobre 1886 qui porte sur la laïcisation des personnels enseignants de l'école primaire. Bon, alors jusqu'ici, l'école publique primaire est aux mains des congrégations enseignantes. Le plus souvent, les frères des écoles chrétiennes incorporés au diocèse. La laïcisation du personnel enseignant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les frères des écoles chrétiennes et tous les religieux qui enseignaient en école publique sont interdits dans l'enseignement public et expulsés des écoles républicaines. À la rentrée de 1887, plus de religieux. C'est l'ultime phase de la séparation de l'école publique avec l'État. C'est la mesure scolairement la plus violente du gouvernement français dans la guerre scolaire contre l'Église. En réaction à la loi, les frères des écoles chrétiennes, dans les mêmes localités où ils étaient, vont fonder des écoles privées en face des écoles publiques. Ils ont le soutien des évêques et des curés de paroisse. C'est là l'origine précise de la guerre scolaire clérico-cléricale entre le diocèse et les congrégations. En effet, la laïcisation des personnels enseignants dans le primaire public a pour conséquence une redistribution des élèves entre les frères et les congrégations comme les eudistes. Alors c'est là où ça va commencer à se taper dessus. Jusqu'en 1886, chacun s'adressait, je veux dire les frères et les congrégations d'enseignement secondaire, chacun s'adressait à des milieux sociaux différents. C'est ce que souligne le père Eugène Léon, supérieur de Saint-Sauveur, lorsqu'il analysait les causes de la guerre scolaire au sein de l'Église. Il écrit « La Sainte Église, en approuvant les différentes règles de nos instituts, n'a-t-elle pas circonscrit le territoire de chacun, aux frères des écoles chrétiennes, les écoles primaires et les enfants du peuple,
et aux prêtres, c'est-à-dire les congréganistes, les collèges secondaires et les fils des classes dirigeantes. On voit deux milieux très différents. Jusqu'en 1886, c'est vrai, mais après, ça ne peut plus l'être. C'est ainsi que les congrégations d'enseignement secondaire ouvraient des classes primaires qu'elles appelaient parfois des classes préparatoires au secondaire. Or maintenant, pour pérenniser leurs nouvelles écoles, les frères veulent s'adresser aux fils des classes dirigeantes. Ils le feront avec le soutien inconditionnel des évêques et des curés. La lutte qui couvait depuis des décennies entre l'épiscopat et les congrégations éclate au grand jour avec une rudesse impressionnante. Le cas du collège Saint-Sauveur face à la nouvelle école des frères des écoles chrétiennes, à Redon, illustre parfaitement la guerre clérico-cléricale. Donc cette autre guerre scolaire qui sous-tend la guerre entre l'Église et l'État. En 1887, première année de la nouvelle école primaire privée des frères des écoles chrétiennes à Redon, ils introduisent le latin dans les petites classes. Ça s'était jamais fait. Ils introduisent le latin dans les petites classes pour recruter les élèves de bourgeois, de notables et pourquoi pas de la petite noblesse bretonne. Ils vont même ouvrir des classes de primaire supérieures. En d'autres termes, ils vont ouvrir les premiers niveaux du secondaire. Donc ils vont commencer à empiéter sur le domaine des eudistes. C'est de la concurrence directe aux eudistes qui protestent avec virulence. Le supérieur du collège à ce moment-là, qui s'appelait le père Pilleri, déclare « Je ne pouvais pas approuver une école qui serait devenue une concurrence. » Donc le mot est lâché. On ne peut pas approuver ça. On assiste alors à une surenchère de la part des eudistes. Puisque les frères ouvrent des classes de primaire supérieure, qui sont en fait du secondaire, alors eux, ils renforcent les classes de primaire préparatoire, ou presque de secondaire inférieur, avec l'enseignement du latin de plus en plus tôt pour conserver leurs élèves et en attirer d'autres. Alors le supérieur du collège, face à cette situation qui commence à être relativement anarchique, le supérieur du collège de Redon est convoqué par le curé, qui agit avec l'aval et même l'ordre de l'archevêque de Rennes. Le curé adresse une sorte d'ultimatum aux eudistes. Ils doivent cesser immédiatement leur classe primaire. Les frères doivent vivre, ils doivent avoir des élèves. Les eudistes sont priés de les laisser aux frères. C'est une question d'argent. Les élèves du peuple ne paient pas, mais seuls ceux des classes dirigeantes le peuvent. Donc il faut que les frères puissent recruter dans ces classes sociales dirigeantes et que les eudistes ne fassent pas d'obstacles. Et tant pis s'ils perdent des élèves. Ils sont riches. Le mot est lâché, ils sont riches. C'est aussi simple que ça, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et le curé de Redon résume la situation. Les élèves de Redon seront aux frères, et vous, les eudistes, vous n'avez qu'à recruter à l'extérieur. Bon, à l'extérieur, c'est-à-dire sur le reste de la Bretagne. Sauf qu'à l'extérieur, et là, une magnifique petite carte de la Bretagne, sauf qu'à l'extérieur, ce qui veut dire le reste de la Bretagne, les autres congrégations d'enseignement secondaire sont dans la même situation que les eudistes. Les autres congrégations d'enseignement secondaire se voient obligées de consolider, voire de fonder d'autres établissements pour accroître leurs revenus. On assiste alors à une guerre clérico-cléricale entre congrégations d'enseignement secondaire. Alors voilà, concrètement quelques chiffres. Redon, c'est ce qui est, vous voyez, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, c'est exactement aux trois frontières. Vous avez Redon, c'est là où sont les congréganistes, les eudistes, pardon. Ils recrutent jusqu'à Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Vannes, sur toute la Bretagne. Je ne sais pas si la carte est assez grande, mais on est sur un recrutement qui va entre 250 et 300 km de rayon. Donc c'est quand même assez fort. Mais voilà, j'ai pu retrouver les chiffres. Avant, donc, les eudistes avaient une très bonne réputation et savaient recruter sur toute cette région. Mais à partir de 1887, c'est fini. À Saint-Brieuc, Bretagne du Nord, aux Côtes d'Armor, Côte du Nord à l'époque, ils perdent 15 élèves. Les maristes, à Saint-Charles, vont recruter plus dans leur région, donc les eudistes perdent 15 élèves. À Quimper, les missionnaires de l'Immaculée Conception font perdre aux eudistes 15 élèves. Un autre collège de Quimper fait perdre 20 élèves. C'est ce que j'ai pu retrouver dans les chiffres. On a 50 élèves qui, tout d'un coup, ne vont plus venir à Redon.
et vont rester là. Alors 50 élèves, ça fait beaucoup d'argent. On a en fait, à partir de ce moment-là, un effondrement, un début d'effondrement de l'internat. Alors, les sources de recrutement se tarissent, donc les revenus aussi, c'est l'argent. On a un affaiblissement financier des congrégations à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a une lutte épiscopat-congrégation, congrégation entre elles, mais je vous rassure, on ne s'arrête pas là. Non, on ne s'arrête pas là. Il y a aussi une guerre clérico-cléricale au sein même de la congrégation. C'est-à-dire, vous avez les eudistes en Ille-et-Vilaine, donc le département là-bas en mauve, en violet, ont 2 collèges en Ille-et-Vilaine. Un à Redon, que nous connaissons, et un plus petit, à Rennes, qui s'appelle Saint-Martin. Bon, qui ne présentait pas encore d'élèves au bac, puisque Saint-Martin recrutait sur la région de Rennes et envoyait tout le monde ensuite à Redon. Ça permettait de consolider Saint-Sauveur de Redon. Oui, mais maintenant, dans l'urgence, il faut faire vivre tout le monde. On fait face à une forte concurrence. Donc l'idée au sein de la congrégation des eudistes, c'est de dire, bah, écoutez, Saint-Martin va aussi présenter des élèves au bac, hein, pour pouvoir se consolider. Donc il va garder ses élèves. Problème, c'est que ça va tarir le recrutement de Saint-Sauveur. Et là aussi, on perd une quinzaine d'élèves, vingtaine d'élèves. Et au final, Saint-Martin, qui est un collège eudiste, va faire concurrence à Saint-Sauveur, qui est un collège eudiste. On arrive véritablement à une situation qui est quasi anarchique. Il y a une sorte d'effet papillon, alors, à cette laïcisation du personnel enseignant de 1882. La loi anticléricale déclenche une guerre scolaire clérico-cléricale dont le but est la survie des congrégations enseignantes. Et cette guerre scolaire clérico-cléricale se déroule à 3 niveaux, comme on l'a vu. Épiscopat, congrégation, entre les congrégations et au sein des congrégations. Je voudrais aussi souligner un autre point essentiel, je dirais même ironique, dans cette guerre clérico-cléricale. Et pour cela, je reviens au bac moderne de 1882, ce bac anticlérical. Nous l'avons vu, il est d'inspiration anticléricale. Or, et c'est tout le paradoxe, c'est ce baccalauréat moderne qui sera la base du développement des écoles des frères, des écoles chrétiennes et de plusieurs congrégations secondaires. Devant la nécessité, les frères utilisent ce baccalauréat d'inspiration anticléricale pour donner une valeur ajoutée à leurs établissements et recruter des élèves dans les classes dirigeantes. Le père Léon, supérieur du collège de Redon, a très vite compris la stratégie et il l'écrit. Il a écrit dans un des plus importantes revues de l'époque qui était l'enseignement chrétien, qui était diffusé sur toute la France parmi les religieux. Il écrit « Le bac moderne est venu aggraver la situation en attirant des enfants qui, sans son apparition, auraient grossi les rangs de l'enseignement classique, donc des congréganistes. Le clergé se prête assez peu à ce nouvel enseignement, qui n'a pas ses sympathies. Aussi, les élèves qui l'ambitionnent entrent dans les écoles des frères, qui se sont singulièrement développés pour les recevoir. Même les républicains n'auraient jamais pu anticiper cet effet. Ça, c'était inconcevable. On assiste donc à un affaissement général de l'enseignement catholique, notamment au niveau financier, qui, au fond, n'est pas dû uniquement à la République, mais qui est dû à la désunion de l'Église, au sein de l'Église, et à l'absence d'une stratégie de développement concertée. Au contraire, c'est un véritable marché dérégulé de l'éducation qu'on voit apparaître. Le père Eugène Léon, qui fut le dernier supérieur de Saint-Sauveur, avait analysé en détail les causes et les effets de cette guerre clérico-cléricale. Et il souligne les effets de ce marché dérégulé. Vers 1900, il écrit que chacun veut son école. Et je cite, « Nous voyons des ecclésiastiques, des religieux, céder avec une complaisance trop facile aux familles qui les sollicitent, d'établir à leur portée des écoles. Par cette installation sommaire peu ou point motivée, quelques collèges libres de la région ne va-t-il pas être privé, du coup, d'un recrutement nécessaire à son fonctionnement normal ?» Et d'ajouter, « Ces établissements minuscules s'organisent à peu de frais d'abord en apparence, mais peu à peu la situation financière s'aggrave. On songe à fermer ou à passer le fardeau à d'autres. En attendant, pendant 10 ou 15 ans, on a sensiblement anémié un collège sérieux où de gros capitaux et un personnel complet étaient engagés depuis de longues années. »
À cette époque-là, il faut savoir que Saint-Sauveur-de-Redon, en 1901-1902, si je me souviens bien, on était du côté de à peu près 5 millions d'euros de budget. Donc, voilà, donc il faut avoir de l'argent, il faut recruter. Le problème, c'est que tout cet effet-là a déséquilibré l'état financier et tous les budgets de toutes les écoles congréganistes. Alors, c'est la chronique d'une mort annoncée. Les effectifs diminuent, les budgets s'effondrent, la pression épiscopale augmente, les parents catholiques utilisent la concurrence, le camp catholique est désuni. Le père Léon note le 9 février 1900 « Ce qui m'effraie dans la lutte actuelle, c'est la désunion des catholiques. On sent que nos congrégations sont considérées, même dans certains hauts lieux ecclésiastiques, comme des corps d'enfants perdus, indisciplinés, dont la disparition ne sera peut-être pas une chose bien dommageable. » Donc, vous voyez, on est sur une situation extrêmement tangente. Alors, la quatrième phase, et la dernière, je vous rassure, c'est celle de la disparition. C'est celle de la loi sur les associations 1901. Alors, tous ceux qui sont français ici le savent, la loi de 1901 d'association, c'est la grande loi associative en France. De mémoire, je crois qu'on est à plus d'1 million d'associations en France aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on fait une association, hop, loi 1901. Ce qu'on oublie, c'est que c'était une loi totalement anticléricale, qui n'a jamais été faite pour les associations, mais qui a été faite pour expulser les congrégations religieuses. Alors, une fois de plus, voilà, on fait une loi, et puis ça évolue d'une manière différente. Alors, 20 ans après Jules Ferry, voici Waldeck-Rousseau et le fameux Émile Combes, celui qui fera la séparation de l'Église et de l'État, qui prennent successivement les rênes du gouvernement de la République, plus anticlérical que jamais. C'est vrai que j'aurais pu mettre la photo d'Émile Combes. Bon, j'ai manqué d'aspiration. On veut en finir avec les congrégations. On s'achemine vers la séparation de l'État et de l'Église. C'est 1905. Là, on est en 1901-1903. La République est maintenant solide. Elle va frapper. Et c'est toujours le même thème qui sera repris. L'autorisation. On y revient une troisième fois. La loi de 1901, c'est la loi sur les associations. C'est une loi spécifiquement anticléricale qui légiférait sur le droit de s'assembler pour exercer une activité en commun. Aucune activité ne pouvait être effectuée, et donc l'enseignement en premier lieu, si ceux qui enseignaient n'étaient pas sous le statut de la loi de 1901, loi d'association. Les congrégations allaient une fois de plus devoir demander cette autorisation qui, bien sûr, leur serait refusée. Mais cette fois-ci, et c'est là où ça change par rapport à 1880, pas de députés qui les soutiendraient. Les alternatives scolaires sont nombreuses et solides. Quant aux évêques, laissons parler le père Léon une fois de plus, qui le 14 janvier 1902 était avec le cardinal Labouret, l'archevêque de Rennes. Et il dit « J'étais à Rennes, j'ai trouvé l'archevêque bien effrayé, bien désolé, mais bien décidé à nous laisser dans le pétrin. » Que peut-on dire? Voilà, je suis bien désolé pour vous, mais c'est ballot, hein. Vous allez vraiment l'avoir dur. Et le père Léon devait conclure le 2 mars 1903, alors que tous savaient qu'Émile Combes refuserait en bloc toutes les demandes d'autorisation des congrégations. Il l'a fait vers le 15 mars, donc on est 15 jours avant. Il écrit, ce pauvre père Léon, « Les évêques de Bretagne m'ont dit qu'ils ne donneraient pas de place aux religieux. » Alors on ne peut pas être plus clair. On peut pas être plus clair. Alors officiellement, bien sûr, on se soutient, on regrette, on vitupère, on proteste, mais on se garde bien de faire quelque chose parce qu'au fond, débarrasser les congrégations, on n'en parle plus. Et c'est fini. C'est fini. La guerre clérico-cléricale prend fin en mars 1903 avec la signification d'expulsion des congrégations. Alors une vraie expulsion cette fois-ci. C'est pas l'expulsion médiatique et sur le papier de 1880. C'est une vraie expulsion. On a vu l'armée française, baïonnette au canon, escorter les moines bénédictins hors de leur monastère à Solesmes. Il y a cette fameuse photo où vous avez l'armée française et les moines au milieu qui partent avec leurs valises. Bon. Les eudistes, eux, partiront de Saint-Sauveur aussi. Et ils vont venir dans une ville magnifique qui est Bruxelles. Et ils vont y rester plusieurs dizaines d'années. Donc la Belgique a été d'ailleurs
le refuge de la plupart des congrégations. Ça, c'est quelque chose qui a été... quand on disait Bruxelles ou la Belgique, c'était toujours là où on pouvait s'enfuir de la République qui était en train d'agir contre les congrégations. Alors, le Collège Saint-Sauveur, il n'ouvrira pas. L'année scolaire 1903-1904, il n'y a rien. Il ne rouvrira qu'en 1906, sous la direction du clergé diocésain, enfin, et avec le soutien de familles catholiques. Alors, il y a une ambiguïté fondamentale, parce que ce qu'on n'accepte pas en 1881, l'expulsion des congrégations, on s'en accommode en 1903, 20 ans plus tard. C'est qu'entre ces deux dates, on l'a vu, les conditions ont drastiquement changé du fait de la guerre scolaire clérico-cléricale. En 1881, l'enseignement congréganiste possède une position dominante dans le secondaire. Les évêques, même hérités, ne peuvent pas composer sans les congrégations qui détiennent la plupart des établissements de l'enseignement secondaire classique. Et les députés républicains, on l'a vu, rechignent à les voir expulsés, car on ne peut pas les remplacer, et où est-ce qu'on mettrait nos propres enfants? Donc, on ne veut pas risquer le mécontentement des électeurs. En 1903, l'enseignement congréganiste, au bout de 15 ans de guerre clérico-cléricale, s'est considérablement affaibli. Les évêques ont à leur disposition de nombreuses écoles de frères, qui, grâce à la loi de laïcisation de 1886, se sont diversifiés grâce au bac moderne. Et les députés républicains, eux, ils savent qu'ils ont une offre alternative importante dans l'enseignement public, grâce aux écoles normales qui ont formé, enfin, des enseignants compétents, et ce furent les fameux hussards noirs de la République. Alors, est-ce qu'il y a une raison impérative de se compromettre pour sauver les congrégations religieuses? Non, parce que le fait que le cardinal Labouré, qui était quand même une grande figure de l'épiscopat français à cette époque-là, dise on est bien effrayé, bien désolé, mais bien décidé à vous laisser dans le pétrin, ça prouve que on ne fera rien. On va vous soutenir dans les paroles, mais on ne va pas aller au-delà. Alors, au terme de cet exposé rapide, parce que je vous avouerai que j'ai eu un mal incroyable à tenir une heure et à faire 24 pages. Un vrai cauchemar, mais je remercie quand même le Collège Belgique pour ce cauchemar. Au terme de cet exposé, on peut tirer 3 constats. Premièrement, la guerre scolaire Église-État, très médiatisée, a enclenché une autre guerre scolaire, la guerre clérico-cléricale, précisément de 1886 à 1903. Deuxième constat, la guerre scolaire Église-État n'affaiblit pas toute l'Église. Elle affaiblit en priorité les congrégations religieuses enseignantes, qui relèvent de Rome. Elle a renforcé la mainmise de l'épiscopat sur le réseau des églises catholiques. Troisième constat, c'est que la guerre clérico-cléricale se développe grâce au terreau des lois anticléricales. C'est totalement contradictoire, mais c'est la réalité. Si les évêques et les frères subissent la loi de laïcisation de 1886, ils s'approprient le bac moderne dont on a vu l'esprit anticlérical et ne font que des protestations de façade lors de la loi de 1901 et l'expulsion des congrégations en 1903. De ces guerres scolaires, il est possible de tirer un principe. C'est-à-dire que les lois de l'État ont un double effet. Elles renforcent le clivage avec l'Église et en même temps, elles aggravent les antagonismes au sein de cette même Église. Alors finalement, en 1903, toutes les écoles catholiques sont aux mains officiellement des évêques. Entre l'épiscopat et les congrégations religieuses, il ne pouvait en rester qu'un. Désormais, la lutte entre l'Église et l'État se poursuivra avec une étape fondamentale, tout juste 2 ans après l'expulsion des congrégations religieuses. Je veux parler de la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Mais ça, mesdames et messieurs, c'est une autre histoire. Je vous remercie.